Nous retrouvons donc les modèles d'équilibre général calculables et je vais introduire ici une hypothèse qui est extrêmement importante pour ce type de modèle, c'est l'hypothèse d'Armington. Cette hypothèse répond à un problème économique précis que je vais maintenant exposer. Dans le modèle d'équilibre général calculable que nous avons construit ensemble, en ce qui concerne les relations commerciales avec le reste du monde, il y a dans chaque secteur soit des importations, soit des exportations, si vous vous souvenez bien. Il n'y a jamais les deux. Et dans la réalité, ce n'est pas le cas. Vous pouvez regarder les exportations et les importations du pays dont vous venez, dans l'agriculture, l'industrie et les services. Il y a des exportations et des importations. Et pour chaque pays du monde, c'est le cas. Même à un niveau de désagrégation important, il y a pour chaque pays du monde des exportations et des importations dans chaque secteur. Par exemple, à l'IFPRI, avec le modèle Miragrodep, quand on fait une simulation, on la fait souvent avec une désagrégation sectorielle qui comprend entre 20 et 40 secteurs. Et bien, dans chacun de ces secteurs, il y a pour chaque pays du monde des exportations et des importations, et dans la plupart des cas, ou même la totalité, de ces relations bilatérales avec toutes les autres régions du monde de la simulation. On fait souvent entre 20 et 40 régions. Donc, en fait, il n'y a pas ou très peu de commerce interbranche, c'est-à-dire du commerce univoque, c'est-à-dire du commerce dans un seul sens, soit des exportations, soit des importations. Il y a très souvent du commerce intrabranche, c'est-à-dire des exportations et des importations dans chaque secteur. Par exemple, si vous prenez le cas du Kenya, en 2017, si vous regardez la base de données WITS, si vous regardez le commerce du Kenya avec le reste du monde, en millions de dollars, on s'aperçoit que pour l'agriculture et les mines, l'industrie et les services, il y a des exportations et des importations. Le commerce intrabranche est donc un phénomène très important, même à un niveau de désagrégation poussé. Si on passe par exemple de 3 secteurs à 16 secteurs pour le Kenya, on aura toujours du commerce intrabranche pour tous les secteurs, donc dans chaque secteur des exportations et des importations. On va introduire l'hypothèse de Paul Armington, qui a été donc énoncée en 1969. En fait, dans le modèle précédent, dans chaque secteur, le bien étranger était identique au bien local. Et donc, en fait, la concurrence portait uniquement sur le prix. Et donc, le pays qui produisait le bien à un prix inférieur l'exportait. Donc, on ne pouvait pas avoir des exportations et des importations. Pour expliquer le commerce intrabranche, en fait, Paul Armington a simplement dit les produits internationalement échangés sont différenciés par leur pays d'origine. Ils ne sont pas identiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, le seul élément de comparaison n'est pas uniquement le prix, il y a aussi en fait l'origine du produit, la différenciation, et donc les consommateurs peuvent acheter du bien local, mais aussi du bien étranger, et c'est vrai dans chaque pays. Alors, deux conséquences à cette hypothèse, et ces deux conséquences sont très importantes. Premièrement, ça implique du commerce intrabranche. Et puis, deuxièmement, ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, les chocs commerciaux sont plus réalistes. Nous allons donc inclure dans notre modèle l'hypothèse de type Armington, qui signifie les produits sont différenciés par leur pays d'origine. Et dans chaque secteur, les agents économiques peuvent acheter des produits de toutes les origines. La façon la plus simple de supposer la différenciation des produits est de supposer une fonction à élasticité de substitution constante. On n'a ainsi qu'un seul paramètre, une élasticité, par secteur à estimer, puisque cette élasticité ne varie pas. On peut calibrer les autres paramètres. Dans chaque secteur, donc, la demande totale locale pour le bien I se décompose entre, d'un côté, la demande locale pour le bien local, et de l'autre côté, la demande locale pour le bien étranger, donc les importations. Donc on peut substituer le bien local au bien étranger, ou le bien étranger au bien local, et dans un secteur, l'intensité de cette substitution, lorsque les prix varient, est toujours la même. C'est ce que veut dire élasticité de substitution constante. Par contre, entre deux secteurs, l'élasticité de substitution peut être différente, et cela dépend des caractéristiques du bien en question. Alors, comment modélise-t-on cela? En fait, dans chaque secteur, la demande locale totale pour le bien I, que ce soit le bien local ou le bien étranger, on l'appelle ça aussi l'absorption,
cette demande locale totale pour le bien I a 4 composantes. D'une part, la consommation finale privée du bien I, ce qu'on appelait CI. D'autre part, la consommation intermédiaire privée de bien I par le secteur J, ce qu'on appelait CIJ, I par le secteur J. Ensuite, la consommation de bien I comme bien de capital, CK de I, donc pour un motif d'investissement. Et puis la consommation publique de bien I, qu'on appelait CG de I. Donc je vais appeler DEMTOT, cette demande totale en volume. Et à ce moment-là, on a 2 choix. Soit on suppose que les ménages, les entreprises, le secteur public ont un comportement différent quand ils substituent du bien étranger au bien local ou du bien local au bien étranger. Soit on suppose que tous les agents ont le même comportement, et en l'occurrence la même élasticité quand ils substituent du bien étranger au bien local ou du bien local au bien étranger. En fait, on va adopter cette deuxième hypothèse. Tous les agents ont le même comportement, en l'occurrence la même élasticité quand ils substituent du bien étranger au bien local ou inversement. Donc on va mettre la CES au niveau de DEMTOT et non pas au niveau de chaque composante de DEMTOT. On n'a donc besoin que d'une élasticité par secteur. Et c'est bien là le problème, c'est qu'en fait on ne connaît pas les élasticités au niveau de chaque secteur et de chaque agent. Donc la modélisation de l'hypothèse Armington dans un modèle d'équilibre général calculable se fait avec 4 équations dans chaque secteur. La demande totale en volume DEMTOT dans le secteur I, c'est la consommation finale des ménages, CI, plus la consommation intermédiaire dans chaque secteur J, somme sur J de CIJ, I, J, plus la consommation de bien I comme bien de capital, pour motif d'investissement, CKI, plus la consommation publique, CGI. Et comme en fait ces achats de biens I peuvent se faire soit auprès des producteurs locaux à un prix PD, soit auprès des producteurs étrangers à un prix local du bien étranger PM de I, eh bien il faut définir un niveau des prix de cette demande totale que je vais définir par une moyenne simple, P DEMTOT fois DEMTOT égale PD fois D plus PM fois M. Donc on a bien une moyenne simple de PD et de PM avec les parts D sur DEMTOT et M sur DEMTOT. Et puis on a la CES. La CES est tout simplement le rapport en volume, D sur DEMTOT. C'est en fait le produit d'une constante, AD, fois P DEMTOT sur PD, le rapport des prix, donc le prix composite de la demande totale, divisé par le prix du bien local, à la puissance sigma arm de I, qui est l'élasticité d'Armington, l'élasticité de substitution qui est constante. Et puis pareil pour les importations, le rapport en volume M sur DEMTOT, c'est en fait AM, une constante, fois le rapport des prix, P DEMTOT sur PM, à la puissance cette élasticité de substitution. On notera que en fait, on peut faire le rapport D sur M, et à ce moment-là, D sur M, ça va être en fait d'une fonction isoélastique du rapport des prix PD sur PM, et puis on notera que si PD augmente, eh bien D diminue, puisque sigma arm est positif, et puis si PM augmente, M diminue, puisque sigma arm est positif. Intéressons-nous maintenant à la modélisation de l'offre. Donc dans chaque secteur, les producteurs locaux vendent un bien. Ils peuvent le vendre localement et ils peuvent l'exporter, ou ils peuvent l'exporter. En fait, les conditions de vente sont différentes, le prix du marché étranger peut être différent. Alors on pourrait supposer que les producteurs écoulent toute leur production sur le marché le plus offrant, c'est-à-dire avec le prix le plus élevé. Mais ça ne correspond pas à la réalité. En fait, ce qui se passe, c'est que les producteurs écoulent leur production sur les 2 marchés. Et donc, même s'il y a sur un marché un prix supérieur, ils ne vendent pas toute leur production sur ce marché. Ils continuent de vendre de leur production sur le marché où le prix est inférieur. Tout simplement parce qu'il y a un coût à transférer des ventes d'un marché à un autre
Et donc, face à l'incertitude sur le fait qu'il y aura toujours cette structure de prix, avec un marché dont le prix est supérieur, peut-être que ça ne tiendra pas à l'avenir, eh bien, ils préfèrent garder, en fait, une vente sur le marché où il y a un prix qui est plus faible. Donc même avec des prix différents, les producteurs écoulent leur production sur tous les marchés. Alors comment on va modéliser ceci ? Très simplement avec ce qu'on appelle une CET, Constant Elasticity of Transformation. Donc ça ressemble en fait à la Constant Elasticity of Substitution, mais c'est une fonction à élasticité constante de transformation. Et l'intérêt, c'est que ici, donc, on a besoin d'estimer un seul paramètre. Donc c'est pareil que pour la CES, donc ça c'est très intéressant. Ensuite, pour un niveau de prix, cette fonction est telle que les producteurs allouent leur offre totale entre marché local et exportation. D'accord ? Et puis, s'il y a une variation de prix, il y a une variation de cette allocation au bénéfice du marché dont le prix augmente. Donc par exemple, si le rapport prix domestique, prix étranger augmente, le rapport vente locale sur exportation va augmenter. Donc avec une CET, l'offre locale de bien I est soit une offre locale de bien I sur le marché local, soit une offre locale de bien I sur le marché étranger, donc des exportations. On va avoir une forme fonctionnelle qui ressemble à de la CES, mais ici c'est de l'offre et non pas de la demande, bien évidemment. Et puis donc pour un secteur, l'élasticité de transformation est constante. Cette élasticité de transformation mesure l'intensité avec laquelle les producteurs réallouent leur production d'un marché à l'autre quand les prix varient. Donc cette intensité est constante. Et par contre, le paramètre d'élasticité peut varier selon les caractéristiques du secteur et du pays. Avec un bien qui sera coûteux à réallouer d'un marché à l'autre, on peut imaginer que les rapports vente locale sur export réagiront peu à une variation du rapport prix domestique sur prix étranger. Et puis au contraire, un bien qu'il est peu coûteux de réallouer, cette intensité sera plus forte. Alors comment modélise-t-on l'offre avec cette CET ? On commence par définir les notations. Donc on va appeler Y dans le secteur I l'offre totale, PY le prix composite de l'offre, PD de I les prix des ventes locales, PX le prix à l'exportation, XD les ventes locales et XI les exportations. Alors présentons maintenant donc les équations qui vont modéliser cette CET. On en a 3 comme pour la CES et en fait ce sont des équations qui ressemblent beaucoup aux équations de la CES. Première équation, PYI égale PXI XI plus PD de I XD de I. Donc la production totale en valeur, PYI est égale à la somme de la valeur des exportations, et des exportations c'est X de I vendues au prix PXI, et des ventes locales, XD de I vendues au prix domestique PD de I. Alors on peut comprendre cette équation comme une équation de détermination du prix de vente de la production locale, PY de I, qui est une moyenne pondérée de PX de I et PD de I, avec les poids étant la part des exportations dans la production et la part des ventes locales dans la production. Et puis on a deux autres équations qui déterminent X de I et XD de I. Donc les exportations sont déterminées par une équation où le rapport X de I sur Y de I, donc le rapport exportation sur production, varie positivement avec le rapport des prix PXI sur PYI. Et puis l'autre équation, c'est une équation qui détermine XD de I, où le rapport XD de I sur YI varie positivement avec le rapport PD de I sur PYI. Et si on fait le rapport des deux dernières équations, vous voyez bien que on trouve quelque chose du type X de I sur XD de I, donc le rapport exportation sur vente locale, qui varie positivement avec PX de I sur PD de I, donc on a bien quelque chose qui ressemble à une CES, mais c'est du côté de l'offre. Alors maintenant, présentons les équations de prix, et notamment donc celle de la fiscalité indirecte. Tous les biens vendus localement sont assujettis à une taxe indirecte. On appelle cette taxe indirecte indirect underscore tax dans le secteur I. C'est le taux de taxation indirecte. Donc PI, c'est le prix à la consommation.
il est unique, donc on ne suppose pas de taxation indirecte différente selon celui qui achète, le ménage, l'entreprise ou le gouvernement. Ça pourrait se faire, hein, donc on le fera peut-être plus tard. En tout cas, donc les ventes totales d'Emtot, donc le prix auquel ces ventes se font, c'est P d'Emtot. Donc P d'Emtot fois 1 plus le taux de taxation indirecte, c'est le prix payé par les consommateurs, P dans le secteur I. Ensuite, les biens importés sont assujettis à un droit de douane. Et donc, si TM de I est le droit de douane, PWM de I, le prix mondial du bien I, et E, le taux de change, on a le prix intérieur des importations, PM de I, qui est égal à E fois PWM de I fois 1 plus TM de I. Et puis, pour l'instant, il n'y a pas de fiscalité du côté des exportations. Donc en fait, le prix intérieur des exportations, Px de I, est égal au prix mondial des exportations au taux de change près. Donc on a Px de I égale E fois Pwx de I. Alors on fait l'hypothèse du grand pays, hein, donc ce pays influence le prix mondial de ses importations et le prix mondial de ses exportations, des deux côtés. On pourrait le critiquer en disant que quelquefois il y a des petits pays, mais à ce moment-là on change la valeur de l'élasticité et on met une élasticité telle que cet effet sera très petit. Ou au contraire, on a un grand pays et on aura une élasticité qui reflète ceci. Donc ici on a une formulation plus générale, hein, tout simplement. Donc du côté des importations, ça se traduit de la manière suivante. L'offre d'importation par le reste du monde est telle que M est égal à une constante fois le prix mondial des importations à la puissance une élasticité que j'appelle sigma m. Pour que le reste du monde donc offre davantage d'importations à ce pays, il lui faut un prix plus élevé. Hein, c'est une interprétation tout à fait possible de cette équation. Ou une autre façon de l'interpréter, c'est de dire que si ce pays réduit ses importations, cela va baisser le prix mondial de ses importations. Voilà. Donc du côté des exportations, hein, la demande d'exportation par le reste du monde est telle que X est égal à une constante fois le prix mondial des exportations, PWX, à une puissance moins une élasticité que j'appelle sigma X. Et donc je peux l'interpréter de la manière suivante: pour que le reste du monde soit d'accord avec le fait d'acheter davantage de biens locaux, il faut qu'il paye un prix plus bas. Hein. Donc effectivement il y a une relation qui est décroissante. On peut l'interpréter aussi de la manière suivante: si ce pays réduit ses exportations, son offre d'exportation sur le reste du monde, le prix mondial va augmenter. Donc c'est une autre manière d'interpréter cette équation. Alors je voudrais montrer le reste des équations nouvelles ou importantes. On peut noter que dans les conditions d'équilibre, en plus des équilibres sur les marchés de facteurs, on a une nouvelle condition d'équilibre, hein, c'est l'équilibre sur le marché du bien local I. Donc les ventes locales, XDI, c'est égal à la demande locale de biens local, D de I. Donc ce que les producteurs locaux veulent vendre localement est égal à ce que les consommateurs locaux veulent acheter du bien local. Sinon, on a une balance commerciale qui s'écrit d'une manière plus traditionnelle par rapport à ce qu'on écrivait d'habitude. En effet, ou en tout cas dans le modèle précédent, en effet, le solde du commerce extérieur s'appelle trade sold et il s'écrit tout simplement donc un taux de change fois la somme des exportations au prix mondial moins les importations au prix mondial, donc exportation en valeur moins importation en valeur. Donc c'est une écriture plus directe. Et puis le solde public, hein, c'est la différence entre les revenus et les dépenses comme d'habitude. Mais du côté des revenus, on a les recettes tirées de la taxation indirecte, ITR fois INC. Donc l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et puis les recettes tirées de la taxation indirecte, c'est la somme donc du taux de taxation indirecte sur la valeur de la demande totale. Et puis il y a en plus les recettes douanières, donc la somme sur tous les secteurs de un taux de change fois un droit de douane fois un prix mondial fois les importations en volume. Et puis du côté des dépenses, on a toujours juste le montant en valeur des dépenses publiques que j'appelle budg_exp. Donc je vous présente maintenant l'intégralité du modèle. Donc je reviens sur les équations qui déterminent les prix, ce qu'on appelle le bloc prix. Donc on a une relation entre prix à la consommation, PI, et prix de vente, P d'Emtot. Donc la différence, c'est le taux de taxation indirecte. La relation entre prix local des biens importés et prix mondial des biens importés.
Donc entre PM2I et PWM2I, la différence c'est le droit de douane TM2I, mais il intervient aussi le taux de change. La relation entre prix local des biens exportés et prix mondial des biens exportés. Rappelons qu'il n'y a pas de taxe à l'exportation, donc il y a juste le taux de change qui intervient ici. Et puis deux relations qui traduisent l'hypothèse de grand pays. Donc lorsque ce pays varie ses exportations ou ses importations, cela a un impact sur le prix mondial. Ce que j'appelle donc la demande d'exportation par le reste du monde, et puis l'offre d'importation par le reste du monde. Donc on a toujours un bloc production qui est le même, il n'a pas changé, avec toujours une Léontief au premier niveau, donc une relation constante en volume entre valeur ajoutée et production, et consommation intermédiaire et production. La troisième relation est une équation qui se lit comme valeur de la production égale valeur ajoutée plus consommation intermédiaire en valeur, PYY égale PVA plus PIC dans le secteur I. On a une Cobb-Douglas au second niveau, donc du côté des facteurs primaires. Ça nous permet d'exprimer la valeur ajoutée comme étant donc une Cobb-Douglas de la demande en capital et de la demande de travail. On peut en fait dériver de cette équation, si on fait un programme d'optimisation, les deux relations suivantes qui nous permettent de déterminer la demande de capital et la demande de travail. En fait, comme c'est une Cobb-Douglas, on a la part du capital dans la valeur ajoutée totale qui est constante, et aussi la part du travail aussi en valeur dans la valeur ajoutée qui est constante. Et puis enfin, on a une Léontief au second niveau du côté des consommations intermédiaires. Donc on a une relation en volume constante entre consommation intermédiaire totale IC et consommation intermédiaire d'un bien par un secteur CIJ-IJ. Et on a une relation qui nous dit que la valeur de la consommation intermédiaire totale, c'est la somme des consommations intermédiaires en valeur de chaque bien par chaque secteur. Voilà donc la CET qui détermine le partage de la production locale dans chaque secteur entre vente locale et exportation. Donc on a une équation qui se lit comme le prix à la production, PY, est déterminé comme une moyenne des prix à l'exportation, PX, et des prix des ventes locales, PD, avec des poids qui reflètent la part des ventes locales et des exportations dans la production totale, PYY égale PXX plus PDD, XD, dans le secteur I. Et puis une autre équation de la CET, où les exportations augmentent quand le prix à l'exportation augmente. Et puis une équation qui décrit le fait que les ventes locales augmentent quand le prix local augmente. C'est une forme où le rapport soit des exportations, soit des ventes locales sur la production est égal à une constante fois le rapport de prix à une certaine puissance, qui est l'élasticité de transformation. Voilà maintenant le bloc formation et utilisation du revenu. Donc le revenu vient de la détention des facteurs de production, donc on a INC égale WLS plus RKS. Ensuite on a un revenu disponible qui est déterminé par le revenu moins les impôts directs. Le revenu disponible est égal à 1 moins le taux d'imposition sur le revenu des personnes physiques fois le revenu brut. Ensuite, l'épargne est une proportion fixe du revenu disponible. Savings égale MPS fois 10 underscore INC. Et puis, dans le revenu non disponible, ce qui n'est pas épargné permet de financer la consommation finale des ménages. Donc en fait, les prix à la consommation fois la consommation, c'est une part gamma de I du revenu disponible après avoir financé l'épargne. Et puis finalement, le niveau d'utilité dépend des consommations finales en volume. Donc on a bien ici une Cobb-Douglas au niveau de la fonction d'utilité. Voilà maintenant la demande de biens pour motif d'investissement. Rappelons qu'on a là la composition du bien d'investissement. Donc l'investissement national total, INV, se compose d'une demande de biens CKI dans le secteur I. Donc acheté à un certain prix, on l'a en valeur, et la répartition en valeur entre les secteurs est constante.
Et donc, ça veut dire que dans l'investissement national, on a X% de biens agricoles, X% de biens industriels, X% de services, avec cette répartition en pourcentage qui est constante. Ensuite, on a une écriture des comptes publics qui fait apparaître un solde public égal à impôt direct plus impôt indirect, plus recettes douanières, moins dépenses publiques. On a cette écriture du solde public. Ensuite, les dépenses publiques se répartissent en valeur de manière constante entre les secteurs. Donc en fait, c'est comme si le gouvernement maximisait une courbe Douglas. Donc PI, CGI égale alpha GI fois budge exp, qui est les dépenses publiques totales en valeur. Et puis on a des équilibres de marché, l'équilibre de marché du travail, LS égale somme sur I des demandes de travail. Donc les demandes de travail dans chaque secteur, leur somme donne l'offre totale de travail. On a mis la variable Léon dessus, puisque en fait si tous les autres équilibres de marché sont respectés, on aura cet équilibre de marché qui sera respecté aussi. On a l'équilibre de marché du capital, l'offre totale de capital égale la somme sur tous les secteurs des demandes de capital. Et puis on a l'équilibre du marché du bien local, c'est-à-dire offre locale de bien local, XD de I égale demande de local de bien local, D de I. Ensuite, on a la définition de l'absorption ou demande totale. La demande totale de biens et le fait des ménages, c'est la consommation finale, c'est I. C'est aussi le fait des entreprises pour la consommation intermédiaire, qui est la somme sur J des CIJ, IJ, donc les achats de biens I par les entreprises du secteur J, puis les achats par les entreprises pour motif d'investissement, c'est K de I, puis les achats publics de biens ICGI. Ensuite, on a une Armington, donc celle-là on l'a présentée, Armington entre demande locale de biens locaux et importation. On a vu qu'elle se compose de 3 équations, donc une première équation qui dit la demande totale en valeur est satisfaite soit par les producteurs locaux, PDD, soit par les importations, PMM. Ensuite, on a la demande locale. En fait, c'est demande locale sur demande totale, DEMTOT, est une fonction décroissante du prix local des biens locaux PDI. Et pareil pour les importations. Importation sur demande totale, donc M divisé par DEMTOT, c'est une fonction décroissante du prix local des biens importés PMI. Et puis, on a l'équilibre macroéconomique qui s'écrit comme dans tout manuel de macro, épargne moins investissement plus solde public égale solde extérieur. Et puis on a enfin le solde extérieur, justement, ce sont les exportations en valeur moins les importations en valeur. Voici la matrice de comptabilité sociale. Le grand changement vient de ce qu'il y a des exportations et des importations dans chaque secteur. Commençons par les exportations. Elles sont de 350 dans l'agriculture, 30 dans l'industrie et 100 dans les services, et ce sont donc une nouvelle source de demande adressée aux producteurs locaux. En ce qui concerne les importations, elles sont de 150 dans l'agriculture, de 430 dans l'industrie et de 90 dans les services, et donc c'est une offre supplémentaire en plus de la production locale. Et puis, il faut bien faire finalement attention aux recettes de l'État, sous des montants de 150 dans l'agriculture, de 1320 dans l'industrie et de 280 dans les services. Ces montants correspondent à la taxation directe intérieure, mais aussi aux recettes douanières. Il faudra donc disposer de ces recettes douanières pour déduire de ce montant total ces recettes douanières afin d'avoir les recettes de la taxation indirecte intérieure, ce qu'on va faire un petit peu plus tard. Donc voici un certain nombre de paramètres dont vous avez besoin pour l'écriture du modèle et en fait les simulations. Donc d'abord la collecte initiale de droits de douane sur les importations. On appelle ce paramètre import-call. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on a besoin de ça pour faire tourner le modèle. Ensuite, l'élasticité de la demande par le reste du monde de la demande d'exportation par rapport au prix mondial. Donc dans les 3 secteurs, cette élasticité est de 3. Et puis l'élasticité de l'offre par le reste du monde d'importation par rapport au prix mondial, elle est aussi de 3 dans chaque secteur.
Voici ensuite le paramètre sigma underscore CET, qui est l'élasticité de substitution de la CET, vente domestique export, et puis sigma ARM, qui est l'élasticité de substitution d'Armington, dans la CES, demande locale pour les biens locaux, demande locale de biens importés. Alors il vous faudra donc rentrer les données de la matrice de comptabilité sociale, donc faire effectivement une matrice de comptabilité sociale dans le programme GAMS, que vous pourrez par exemple appeler sous la forme d'une table, et une table qui se rappellera MCS, et vous pourrez rentrer donc notamment les demandes de capital, demandes de travail, la consommation de biens I par le secteur public. Alors la production, il faudra la déduire de la matrice de comptabilité sociale. Attention parce que là, en fait, je prends le total d'une colonne et je retranche en fait la valeur des importations aux prix locaux, la consommation de biens capital, les taxes indirectes, donc c'est la ligne effectivement qu'on a indiquée précédemment, mais il faut retrancher en fait la collection, les recettes douanières que j'appelle import-call, et puis donc la consommation finale, le revenu de la taxation directe sur les ménages, l'épargne, la consommation de biens intermédiaires, de ce bien I par le secteur J, les importations, et puis donc les exportations. On peut en fait recourir à un certain nombre de normalisations. Donc là je le fais sur PD, PD0, PM0, PX0, PVA0, PIC0, P0, R0, W0 et E0. Faites attention parce qu'il ne faut pas faire des normalisations qui soient incohérentes. Donc par exemple, si vous choisissez de mettre PM0 égale à 1, étant donné que PWM0, il y a une relation entre PWM0 et PM0 avec le droit de douane, vous pouvez, si vous avez mis PM0 égale 1, vous ne pouvez pas mettre PWM0 égale 1. C'est impossible, donc faites attention à ça, sinon effectivement vous avez suffisamment de degrés de liberté pour écrire toutes ces normalisations. Voici le calibrage, c'est donc la partie la plus difficile, donc je vous l'ai écrite. En fait, il faut que vous essayiez quand même de bien comprendre ce calibrage. En fait, on dispose d'un certain nombre de valeurs pour les valeurs initiales des variables, et donc de toutes les informations que j'ai auparavant écrites, eh bien, j'essaye, en regardant le modèle, de déduire un certain nombre de choses. Étant donné que j'ai LD0 dans tous les secteurs, par exemple, je peux utiliser l'équation d'équilibre du marché du travail pour dire la valeur de LS, pareil pour KS, etc., etc. Donc il y a une écriture logique qu'il faut bien comprendre, et puis il faut bien voir que en fait, une fois que vous avez donné une valeur à quelque chose, eh bien il faut faire attention par la suite à ne pas écrire des choses incohérentes. Voilà, donc suivez cette première partie du calibrage. Voici la deuxième partie du calibrage. Donc effectivement, je calcule tous les paramètres dont j'ai besoin pour les équations. Donc par exemple, les en fait constantes A underscore X, A underscore XD, etc., etc. Et je le fais dans un ordre logique. Et puis ensuite il faut que je effectivement donne une valeur à toutes les paramètres que j'utilise dans mon modèle. Voici donc la troisième partie du calibrage, toujours donc le souci de donner une valeur à tous les paramètres du modèle et à toutes les valeurs initiales des variables pour qu'elles puissent être initialisées dans un ordre logique. Par exemple ici, la deuxième assignation me donne une valeur pour 1, 0, et puis ensuite à la suivante, justement j'utilise cette valeur de 1, 0 pour donner une valeur à alpha underscore k. Et je ne peux pas le faire dans le sens inverse. De la même façon, un petit peu plus loin, je cherche à donner une valeur à gamma. Et puis juste après, je donne une valeur à U0 parce que pour donner une valeur à U0, j'ai besoin de la valeur de gamma. Et puis voici donc la fin du modèle, donc juste après avoir
écrit tout le modèle et avoir défini le modèle, je peux faire 3 choses. Premièrement, fixer le numéraire, puisqu'on a toujours besoin de fixer un numéraire, puisqu'on a la loi de Walras qui s'applique. Ici, je suppose que le prix local dans l'agriculture reste à son niveau de prix initial. Et ce sera donc en fait le numéraire. Et puis le bouclage public, en fait je suppose que le solde public reste constant. Donc on pourrait avoir autre chose. Et donc ça veut dire que les dépenses publiques vont s'ajuster. Et puis le bouclage extérieur, en fait le taux de change va rester constant et donc on va avoir en fait la balance commerciale qui va s'ajuster. Alors je vous demande de construire ce modèle et puis d'étudier en fait un scénario qui est le suivant, c'est l'impact d'une annulation unilatérale des droits de douane dans cette économie, donc un libre-échange unilatéral. Et en fait, je vous demande de regarder quel est l'impact sur les importations, exportations, production et consommation finale dans chaque secteur. Ensuite, de regarder l'impact sur les rémunérations du travail, du capital et sur le revenu national. Il faudra me préparer un PowerPoint de 10 slides pour expliquer les résultats. Merci.